l'émission politique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous politique hebdomadaire. Binti Minoudi, au lendemain d'un nouveau report de visite en Corse pour Gérald Darmanin. Alors que le processus de Beauvau est toujours dans l'attente d'un accord politique dans l'île, le tout sur fond de tensions, arrestations et manœuvres de déstabilisation selon certains. Nous recevons ce midi le coprésident du groupe de droite On Sauf Youno à l'Assemblée de Corse, leader de la droite régionale, Jean-Martin Mondologne. Bonjour. Bonjour, salut à toutes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons donc évoquer cette séquence politique, ses conséquences, essayer de se projeter, mais aussi de traiter des thèmes qui agitent notre société. Dernièrement, entre autres, la question de la démographie. Pendant ce temps-là, qu'en est-il des dossiers majeurs de l'Assemblée de Corse également? Un point sur les transports et les déchets. Binti Minoudi, l'émission politique. Jean-Martin Mondologne, aujourd'hui, vous êtes donc à nos micros. Cette semaine, vous garderez vos fonctions de proviseur à Bastia, mais il aurait pu en être autrement. Le ministre de l'Intérieur devait venir ramasser la copie commune des élus de la Corse. Il ne viendra pas, en tout cas pas tout de suite. Ce report au motif des conditions qui ne seraient pas sereines ici. Alors, on connaît l'argument avant tout, mais est-ce qu'il est juste, selon vous, cette fois-ci ? Je voudrais d'abord dire à celles et ceux qui nous écoutent et qui suivent un peu le processus qu'on est quand même sur un record de report. On n'en finit plus de différer, de se revoir, de bouder et de se trouver des motifs pour ne pas être au rendez-vous fixé, au moins du point de vue calendaire. Bien entendu, le report est justifié par un défaut de sérénité qui doivent guider nos travaux, mais au-delà, je pense que tout le monde a compris, en toile de fond, il y a une copie à rendre qui aujourd'hui n'est pas aboutie. On y viendra, mais est-ce qu'on n'est jamais serein ici ? De la méthodologie. Vous avez parlé de ce nombre de reports à record. Est-ce qu'on n'est jamais serein en Corse ? Force est de constater, et je le regrette, que lorsqu'il s'agit de se rendre à Paris, nous sommes dans des conditions acceptables du point de vue de la sérénité de débat, et puis lorsqu'il est question qu'un ministre vienne en Corse pour discuter, beaucoup d'incidents et de circonstances viennent parasiter cette visite. Et en particulier, l'intrusion des militants Coréen Front dans la propriété du ministre de la Justice. On vous reproche de ne pas l'avoir condamné. En particulier. Alors, ceux qui me vous reprochent, aussi, vous êtes lassé des condamnations. Ceux qui nous reprochent de ne pas l'avoir condamné devraient s'inspirer de l'histoire, venir consulter vos revues de presse et apprécier la constance avec laquelle nous avons toujours dénoncé de façon permanente les violences et tout ce qui peut, hors du champ de la démocratie, venir parasiter toute forme de processus. On n'est plus à une condamnation près. Évidemment que, sans pour autant l'écrire et le clamer, nous condamnons cette intrusion au même titre que toute forme de violence. Il n'y a pas de place dans une discussion à ce niveau avec l'État si certains pensent que la violence doit être un moyen de pression. Dans ce contexte de tension, il y a aussi la prise de parole du FLNC, évidemment, avec une conférence de presse cette fois-ci. L'action des clandestins qui est soutenue par les indépendantistes, notamment de Nation, eux-mêmes en rupture avec ceux de Coréen Front qui, eux, sont élus et participent donc à ce comité stratégique. La recomposition politique, voire même la surenchère entre indépendantistes et nationalistes, est-ce qu'elle peut nuire à ce processus pour vous ? Bon, d'un mot d'un seul. D'abord, quand on parle des autres, c'est qu'on n'a rien à dire soi-même. Moi, j'observe que le cycle dans lequel s'engouffrent les indépendantistes est d'un classicisme édifiant. On retrouve à peu près, sinon les mêmes personnes, en tout cas les mêmes profils d'acteurs qui, lorsqu'ils sont élus, sont blâmés au motif qu'ils négocient, et puis lorsqu'ils n'ont pas été élus, et peut-être est-ce une erreur d'ailleurs de ne pas avoir intégré Corsica Libera au sein de l'Assemblée de Corse. Quand je dis peut-être, je suis convaincu que leur place était au sein de l'hémicycle, parce que ça doit se jouer à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Et puis en général, ceux qui sont à l'extérieur surenchérissent sur procès en traîtrise de ceux qui sont à l'intérieur. Bon, tout ça n'est pas de nature à rentrer dans des négociations c'est pas tant sereine, mais lucide sur l'avenir de la Corse. Et est-ce qu'on veut réellement en sortir? Ou est-ce que, finalement, notre société est autorégulée sur, grand 1,
l'État est responsable de tout. Grand 2, nous serions incapables de choisir notre destin. Et grand 3, la violence est le meilleur régulateur de nos conflits. Vous parlez d'extérieur, le cycle d'arrestation également et de mobilisation dans lequel on semble à nouveau rentrer. Est-ce que selon vous, il est dangereux et est-ce qu'il est plus dangereux que les manœuvres de déstabilisation dont parle Femois Goursiga, notamment en faisant référence au dernier article du Canard? L'honnêteté intellectuelle me commande de dire qu'au même titre que je dénonce les violences exercées, qu'elles soient verbales, physiques ou sous forme d'intrusion dans des domiciles, me conduit à dire que la justice doit s'exercer de façon dépassionnée, et en tout cas certainement pas de façon spectaculaire, sauf à ce que je sois démenti. Il semblerait que les dernières interpellations, les images ont beaucoup dont j'ai vu choqué quelques sur les images réseaux sociaux, comme chacun, a beaucoup choqué dans l'opinion, et je suis corse, je suis père de famille, et j'ai une sensibilité d'homme, et je ne peux pas être insensible à ce qui s'est passé, donc de part et d'autre. Encore une fois, j'en reviens à mon approche, que je souhaite conceptuelle et pas réelle. Je crains que tout ça soit parfois autorégulé. Est-ce que, comme certains le disent, c'est signe aussi qu'on serait proche du but, d'un accord? On vous demande un accord large, le consensus, même un texte commun. Selon Paul-Félix Benedetti, clairement, ça n'arrivera pas. Je vous propose de l'écouter et on y revient après. Il n'y aura pas de texte commun. C'est la volonté du gouvernement, c'est la volonté de Femois Goursiga également. A une demande patriotique qui a été validée démocratiquement. Lorsque les Corses ont voté nationaliste, ils n'ont pas voté pour faire plaisir. Ils ont voté pour changer de cycle, pour avoir cette évolution politique. Moi, j'admets qu'en ne votant pas majoritairement indépendantiste, le peuple corse aujourd'hui n'est pas prêt pour cette étape d'émancipation. Il le sera peut-être prêt un jour. Et par contre, que l'autonomie est devenue le curseur, le barycentre de toutes nos revendications. Et on doit avoir cette réponse politique. On ne peut pas nous expliquer qu'il va y avoir une autonomie à la Corse qui ne sera pas l'autonomie, mais qui s'appellera l'autonomie. On ne cherche pas un ersatz d'autonomie. La Corse, c'est simplement... C'est sur les termes que vous n'êtes pas d'accord. Non, que ceux qui ne sont pas d'accord restent à leur place. Binti Minoudi, l'émission politique. Jean-Martin Mondologne, vous discutez, mais finalement, pourquoi l'autonomie, vous n'en vouliez pas? La majorité nationaliste, elle n'en démord pas. Est-ce que vous êtes à votre place, justement? Écoutez, on fait souvent le procès d'être intangible. Moi, je crois être resté à ma place depuis le début. D'un mot un seul, d'où vient ce qui nous arrive? De deux situations. La première, c'est l'assassinat lâche, indigne d'Ivan Colonne, qui a soulevé une vague d'indignation précisément dans l'opinion. Qui n'a pas laissé insensibles ceux qui n'étaient pas dans la rue, dont j'étais. Que les choses soient claires. En tout cas, qui a très vite mené donc, à ce processus politique. La réponse donnée par le ministre à l'époque n'a jamais été analysée dans ses fondements. Il pense qu'il faut répondre à cette révolte, à cette tornade d'indignation, par le concept d'autonomie. Pas vous? Je précise, et je veux rappeler à ceux qui nous écoutent, que pour ce qui me concerne, je n'ai pas été mandaté par le suffrage universel en 2021 et que je n'étais pas dans la rue pour demander l'autonomie. Comprenez bien qu'on subit donc ce processus. Mais on ne le subit pas. En tout cas, vous voulez en tirer quelque chose, tout de même. À notre corps défendant, on souhaite en tirer les pleins bénéfices. Je passe sur les reports et les rendez-vous ratés à Place Beauvau. On en arrive très rapidement au mois de septembre, avec un discours du président de la République qui relève de ce qu'on appelle l'amphigourie, c'est-à-dire cette capacité à rendre inintelligible tout ce qui est dit, où on peut mettre tout et n'importe quoi. Dans le concret, président vous voulez nous en fait tirer injonction de nous entendre, on en arrive à l'accord. Qu'est-ce qu'un consensus? Qu'est-ce qu'un accord? Et j'en viens à la méthode que nous avons partagée avec le président de l'exécutif, qui est de dire... On découpe les choses en 5-6 ateliers, ce que j'appelle les vertèbres, la colonne vertébrale d'une charpente qui pourrait soutenir la loi organique pour modifier la Constitution. Ce confinement, la conférence des présidents, pose la question de la légitimité de la copie, quand bien même elle sortirait. Alors, elle pose plusieurs problèmes. Elle pose la publicité de nos travaux et, en toile de fond, vous l'évoquez, en effet, la capacité à maintenant distiller ça au plus près des citoyens, au moins jusqu'au corps intermédiaire, où nous sommes 5 tous les mercredis à décider de l'avenir de la Corse.
Premier point. Deuxième point, et c'est ce qui m'a un peu titillé, pour ne pas dire agacé, j'entends depuis le mois de décembre qu'il y a un accord. Je l'entends ici, je l'entends sur vos ondes, je l'entends qu'on en est proche, à Paris, qu'on est proche d'un accord. Alors moi, je suis cartésien. La colonne vertébrale, je l'ai découpée en 6 vertèbres. Sur un article, vous pouvez vous entendre. Et il y a un point d'équilibre aujourd'hui sur la langue. Nous avons fait notre part de l'effort. Oui, il y a un accord et un point d'équilibre trouvé sur la problématique du foncier. Nous avons fait une part de l'effort. Oui, il y aurait probablement un accord sur la notion de peuple. Nous avons fait une part de l'effort. Certains investissements, c'est votre cheval de bataille aussi, mais en effet, le mode de scrutin, ça vous pose problème. Non, il n'y a pas d'accord sur le pouvoir législatif, Batigne. Non, il n'y a pas d'accord pour l'heure sur la représentation territoriale issue de cela, ce qui me conduit, en quelques mots beaucoup moins brutaux que ceux qu'a distillés sur vos ondes hier mon adversaire politique et néanmoins ami Paul Félix Bénédette. Il n'y a donc pas d'accord. Est-ce qu'il y aurait pu avoir un accord comme l'aurait souhaité Gérald Darmanin pour repartir avec dans ses valises cette imprimatur jeudi? La réponse est non. Est-ce qu'il y en aura si on résume, dans un mois? Il n'y en aura pas non plus. Si on considère, je finis parce que c'est très sémantique. Mais pour remettre de l'ordre pour nos auditeurs, si on résume sur un article constitutionnel, vous pouvez converger, c'est sur le contenu de la loi organique que il faut les choses divergent. Maintenant que le gouvernement nous fasse savoir qu'est-ce qu'il entend par accord. Si c'est la rédaction de l'article, pour nous, c'est ce qu'on privilégie, pour d'autres, un titre, nous serons d'accord, nous sommes, à l'heure où on se parle, d'accord. Si nous rentrons dans la déclinaison, eh bien, il y a certains sujets, ce que j'ai appelé certaines vertèbres, sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, et nous le savons bien entre nous, et sur lesquels nous ne serons pas d'accord ni demain, une vertèbre et non des moindres, celle du pouvoir législatif, l'aile ajaxienne, entre guillemets, dont Sofiono, ou si j'ose dire, Valérie Bodz, votre ancien chef de file Laurent Marcangeli, ils ne sont pas contre l'expérimentation, ils l'ont dit plusieurs fois. On a même parlé de divergence au sein de votre groupe. Est-ce que vous contestez toujours ? On n'est pas dans une entreprise de contestation, non, une entreprise de discussion, de débat entre nous, où, en effet, certains pensent qu'il faut aller vers le pouvoir législatif, c'est recevable, et puis certains, dont je suis, pensent qu'il ne faut pas y aller. On ne va pas se chercher... Vous parlez aussi de rendre une copie conforme à ce que vous êtes, mais qui vous pour ma part, Hélène Matinée, c'est moi que vous recevez. Aujourd'hui, ce ne sont pas les autres, encore une fois. Moi, je veux parler de ce que je partage avec un certain nombre d'amis. Je n'ai pas le sentiment d'avoir été désigné par les électeurs pour aller jusqu'au pouvoir législatif. Je ne suis pas convaincu que le pouvoir législatif ait d'une certaine façon tout ce processus, tout ce barnum politico-médiatique va améliorer la vie des Corses. Et donc, je reste ce que je suis. En conscience. Mais finalement, non est-ce que pas vous avec ne devrez la responsabilité pas de porter un échec au processus, mais en conscience d'apporter dans ce processus ce que je suis avec ma trajectoire, ma sensibilité politique. Et il se trouve, Hélène Matinée, que je crois être en phase avec une certaine partie de l'opinion qui, pour une grande partie d'entre elles, est complètement insensible à l'autonomie, et pour une autre partie, est prudentielle. Imaginez une seule seconde que une partie de mes amis et moi-même, nous fondions tous dans les eaux troubles d'un processus d'autonomie. Mais au-delà de vous ranger avec l'autonomie des nationalistes, il faudra au moins vous ranger au choix de votre tendance politique, de votre groupe, de la droite. Autrement, finalement, le FLNC lui-même remet en cause les négociations avec la droite en haut lieu. On comprend bien qu'on parle de Laurent Marcangeli, de la droite sénatoriale. On parle de la droite sénatoriale, on parle de la droite qu'incarne Laurent, on parle de la droite et de la sensibilité que je représente. Moi, je vais tout faire pour que nous trouvions un point d'accord. En revanche, on ne va pas m'entraîner là où je n'ai pas envie d'aller. On ne va pas me faire rentrer dans un entonnoir. Quand je dis « je », c'est cette partie de l'opinion qui, encore une fois, si nous nous diluions dans le processus actuel, ne serait plus représentée. Souffrons ensemble, qu'il existe une tendance, on ne va pas dire une majorité silencieuse, une tendance aujourd'hui très discrète, mais qui n'en pense pas moins, qui est, pour une partie,
très réservé sur ce sujet, pour l'autre, absolument hostile. Et si nous votions un texte à 63 en disant on est tous d'accord pour l'autonomie législative, je crains qu'une partie de l'opinion serait conduite très rapidement à se détourner des urnes parce qu'elle ne se sentirait plus représentée. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Votre question de fond, c'est est-ce que vous allez exploser? Est-ce qu'il va y avoir un psychodrame? Non, on a le droit dans une famille, et je pense que c'est même un signe de vitalité démocratique de considérer, en effet, qu'il y a des gens qui veulent y aller et des gens qui ne veulent pas y aller. Et je pense que l'heure attendue va bientôt arriver et que les uns les autres dévoileront leur jeu, leur carte. Ma position, elle est connue maintenant depuis 15 jours. Ça n'a pas soulevé des volcans non plus. Et l'heure tourne très très vite, justement, côté autonomiste. On reste optimiste sur la fenêtre de tir législative, malgré le calendrier national qu'on connaît, les européennes, les JO. Est-ce que vous continuez à y croire, à cette possibilité de rendre une copie fin février, d'avoir une session à la mi-mars? Écoutez, moi, je ne suis pas venu ici pour transformer le plan Nord. Et, à un moment donné, si nous avions dû rendre une copie après-demain, elle aurait été conforme à ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Et dans un mois, peu ou prou, elle sera conforme. Alors maintenant, si c'est une question de phraséologie, de sémantique, on peut tout se dire. Mais je crois que la vitalité démocratique dont peut s'honorer la Corse, avec une classe politique mature, qui sait où elle veut aller ou ne veut pas aller, commande aujourd'hui de dire aux Corses que nous ne serons pas d'accord sur tout, y compris sur un point central qui est le pouvoir législatif. N'en faisons pas un psychodrame. Vous avez parlé aussi de l'organisation territoriale. Excusez-moi, de rappeler aux Corses que ça ne se joue pas à l'Assemblée de Corse. C'est le Parlement qui va décider de l'évolution constitutionnelle. On parle de métropole d'Ajaccio jusque dans l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord avec ce type de projet? J'ai envie de vous dire sur ce sujet, il n'y a pas de débat. Le président de la République est venu annoncer qu'il y aurait une métropole. Il y a une métropole, point. Il n'y a pas de débat. Non seulement il n'y a pas de débat, le seul débat qu'il y a à avoir, c'est de savoir si d'autres territoires comme la communauté d'agglomération de Bastia ou demain le Grand Sud souhaitent être métropolisés. Ce qui veut dire que vous sentez un déséquilibre tout de même? Non, moi j'ai accepté le fait que Ajaccio ait souhaité être érigé en tant que métropole. J'ai été d'ailleurs destinataire d'un document très intelligible, lui, qui nous explique les vertus que tirera le Grand Ajaccio du fait d'être métropole. Si d'autres le souhaitent, pourquoi pas? Sur ce sujet, vous savez, nous on est très en pointe. On n'est pas seulement pour la territorialisation du mode de scrutin, on est pour qu'on aille au bout de ce processus de décentralisation et éviter l'hypercentralisation d'Ajaccio. Il faut que les communautés de communes puissent bénéficier de pouvoirs et de compétences. Aujourd'hui, il y a un autre obstacle, en tout cas on en parle souvent, celui de la droite sénatoriale. Enfin, elle semblait plus disposée à discuter lorsque vous avez eu votre entrevue donc avec Gérard Larcher et le reste de la représentation de la droite insulaire. Aujourd'hui, on le voit par exemple avec l'IVG. Est-ce que la Corse pourrait payer une opposition de principe au président Macron? C'est une hypothèse qu'il ne faut pas minorer. Si vous voulez, nous, au mois de juillet, on s'est fait taxer de ringards, de passéistes, de réac, sauf qu'on n'a pas compris l'exercice. Nous, on n'a pas dit ce qu'on voulait, on a dit ce qu'il était possible d'obtenir. Je crains que les heures qui arrivent nous donnent plutôt raison. C'est-à-dire, dans le décor de cheminement de ce processus, il y a in fine, le nécessaire accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et le Sénat est plutôt sur une position de réserve sur ces sujets, nous le savons bien. Et les scrutins qui arrivent, notamment les européennes, ne vont pas, à mon avis, incliner vers quelque chose de très permissif sur ces sujets. Binti Minoudi, l'émission politique. Allez, on passe à la suite. Le temps passe très très vite. Pendant qu'on parle autonomie, évolution institutionnelle, la société corse, elle continue à vivre avec ses problèmes et attend des décisions politiques dans des domaines majeurs, notamment celui des déchets. Le plan de la CDC a finalement reçu un avis favorable du préfet de région, on le sait. Sur le centre de tri de Monte, la majorité territoriale semble avoir mis de l'eau dans son vin. En ce qui concerne la maîtrise publique de l'outil, les collectifs anti-mafia notamment s'inquiètent toujours. On confie l'exploitation au privé, puis on réalise pas de SEM en amont et on espère récupérer plus tard dans quelques années. Ça vous paraît possible? Vous y croyez? Deux sujets en un. Vous avez raison de commencer votre question en disant pendant ce temps, pendant qu'on parle d'autonomie, qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux rappeler à ceux qui nous écoutent que l'essentiel de l'énergie consacrée par l'exécutif aujourd'hui sur l'autonomie est une énergie qui n'est pas consacrée aux sujets qui font la vie, le quotidien des Corses, dont les préoccupations sont connues. Accès aux soins, accès au logement, accès à l'emploi, accès à une formation de qualité et
notamment ce qui nous encombre depuis maintenant 20 ans, le système des déchets. Je veux rappeler justement, consacrons le peu de temps qui nous reste à votre réponse. Je veux rappeler aussi que le même exécutif nous avait indiqué à contre-courant de toutes les prévisions qu'on devait arriver en 2 ans à 60% de tri. Résultat, pas de décision. Résultat, une décision prise du bout des lèvres par l'exécutif pour aller faire du surtri. Et c'est la seule, je dis bien la seule région de France, vous pouvez interroger les préfets, qui refuse un financement à 80%. Donc, que l'exécutif choisisse ce qu'on fait du déchet résiduel pour nos auditeurs. Soit on les brûle, soit on les enfouit, soit on les exporte. Le choix que nous avons fait, nous, depuis très longtemps, c'est de mettre à l'étude, non pas l'incinération, mais la valorisation thermique des déchets. Je constate, après 10 ans d'errance, ou à peu près 10 années, qu'on arrive de façon très tiède sur le sujet. On a perdu 10 ans. C'est à raison de quelques dizaines de milliers de tonnes par an. Mais c'est cette maîtrise publique qui posait problème à la majorité. Un sujet sur lequel on aurait pu arriver avant. La maîtrise publique, pour nos auditeurs, c'est la maîtrise de la commande. Ce n'est pas par qui ça va être exercé qui compte, Hélène Batigne. Ce que aujourd'hui, les vols à destination de Paris soient exercés par des entreprises privées ne gêne personne. En réalité, nous gardons la maîtrise publique parce que nous sommes les commanditaires. Et lorsque la puissance publique organise et contrôle ces marchés, je dis bien organise et contrôle ces marchés, il ne faut pas blâmer l'initiative privée de pouvoir exercer des missions de service public. Là dans ce cas, est-ce que le Civadec n'aurait pas intérêt à racheter les installations de Vijanel où le propriétaire c'est 10 vendeurs? Sur ce sujet-là, on est encore sur de l'emphase. C'est-à-dire, on fait croire que la Corse a les moyens de tout collectiviser, de tout prendre à son compte. Elle n'en a ni les moyens financiers, ni les moyens en termes d'ingénierie. Donc moi, je considère qu'à l'instar de ce qui se passe dans l'aérien, nous pouvons avoir la maîtrise publique de la gestion des déchets, tout en le déléguant à ceux qui sont des professionnels, comme ça se passe pour l'eau, comme ça se passe pour les transports, à de l'initiative privée qui connaît son sujet. L'aérien, justement, la commission de délégation de services publics s'est exprimée en faveur d'Aircourt Siga d'une part et du groupement avec Air France pour Paris aussi. Pourtant, le problème principal, c'était quand même l'enveloppe trop petite pour se payer ces opérateurs-là. Et la majorité espérait une rallonge du gouvernement en raison de l'inflation. Où est-ce qu'on en est de ce côté-là, puisqu'on s'achemine fin février vers un vote? Vous témoignez dans votre question que la Corse a bien besoin de la solidarité nationale. C'est important parce qu'on parle de transfert de fiscalité. Il faut comprendre, nos éditeurs comprennent bien que sans la solidarité nationale, aujourd'hui, nous serions à l'agonie. Mais on n'est pas loin avec 1 milliard de dettes. On ne sait pas, puisque vous attendez toujours des flux financiers que vous n'avez toujours pas eu, vous. Oui, sauf que moi, je les attends pour décider et que d'autres disent qu'il faut y aller quand même. C'est ce qui nous distingue en termes de méthode. Vous ne pouvez pas, d'autre part, moi, je suis affirmer des études qu'on a très prudentielles. Lorsque les choses seront modélisées, nous ferons connaître notre avis là-dessus. Bon, pour l'aérien, manifestement, l'enveloppe de dotation n'a pas été indexée dans le temps et il faut la réévaluer, ça paraît évident. Et ce qu'il faut réévaluer aussi, c'est le mode de désignation aujourd'hui des candidats qui se positionnent notamment sur le transport aérien, où Bruxelles va émettre un veto définitif sur les délégations de services publics. Et lorsqu'on pose la question à l'exécutif de savoir si on peut aller vers des obligations de services publics compensées, on aimerait ne pas se faire renvoyer dans les 22 mètres pour, dans 2 ans, dans 3 ans ou 4 ans, constater, non pas que nous avions raison ou avoir tort d'avoir raison trop tôt, mais parce que le marché l'impose, parce que Bruxelles l'impose. Enfin, plus politique, le sujet a récemment pris de la place dans le débat public également. Les représentants des différents partis politiques s'en sont emparés au point de remettre en question des concepts comme celui de la communauté de destin. La Corse accueille chaque année des milliers de personnes. L'INSEE parle de 20 000 personnes entre 2015 et 2021. Le solde naturel est négatif, on le sait. Est-ce que la Corse doit se réjouir de cette attractivité que certaines régions continentales pourraient lui envier? Alors, c'est pas tant sur le quantum, c'est-à-dire qu'en effet, on sort une ville comme Bastia tous les 20 ans. Hein. C'est la masse qui est inquiétante, mais que les chiffres de la natalité, du vieillissement de la population, lorsqu'on se projette en 2050, on aura beaucoup plus de seniors que de jeunes. C'était un pays ou un territoire qui sera beaucoup moins dynamique, d'une part. Et deuxièmement,
lorsque le taux de fécondité s'effondre, c'est que la confiance s'effondre, et c'est la caractéristique des territoires ou des pays pauvres. Et moi, je ne veux pas croire que la Corse soit condamnée à la pauvreté. Au-delà du volet économique, vous n'êtes pas moins corse que les autres, vous l'avez dit même durant cette émission. Est-ce que vous croyez à l'intégration des populations venues d'ailleurs dans une société finalement qui n'en a plus d'identité ? Alors, je ne sais pas si je l'ai dit que j'étais moins corse que les autres, mais si vous me le faites Plus dire, corse. je le redis volontiers. Tous ces débats qui visent de façon manichéenne à ranger d'un côté les bons Corses et les mauvais Corses, moi, je n'aime pas recevoir ces leçons de corsitude. J'observe que dans l'histoire multimillénaire, la Corse a su brasser les populations, mais qu'en effet, tant dans l'accès au foncier qu'en matière de langue et sur le code culturel, il y a un risque de dissolution de ce que nous sommes. Maintenant, nous devons aussi apprendre, me semble-t-il, à mieux tolérer celui qui arrive. Churchill disait « l'étranger, c'est celui qu'on ne connaît pas encore ». À bien des égards, je pense qu'aujourd'hui, on se prive d'essayer de le connaître. En 2 mots, et c'est la fin de cette émission, c'est thématique. Aujourd'hui, une association qui ne cache plus ses ambitions politiques s'en empare, Paladine. C'est la dernière nuance de nationalisme qui manque à l'hémicycle. Et est-ce que finalement la droite pourrait y perdre une partie de son électorat ? Encore une fois, lorsqu'on parle des autres, c'est qu'on n'a rien à dire soi-même. Moi, j'observe cette recomposition sur des thèmes un peu glissants, parfois dangereux, voire même à bien des égards opportunistes. Je connais beaucoup de personnes de cette association qui n'en ont pas moins une forme d'honnêteté, d'engagement. Et c'est une façon de trancher ces débats, c'est le suffrage universel. Ringrazia Jean-Martin Mondoloni d'avoir risposto a nostro invito. Merci à nos auditeurs. Binti Minoudi revient la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur notre site Bleu RCFM. Rediffusion de celle-ci ce soir 20h. Binti Minoudi, l'émission politique.